Salut, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, vous allez savoir si après quelques complications, je vais réussir à sauver ma fin de saison ou pas. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était vraiment temps de vous raconter tout ce qui s'est passé après la CCC depuis plus d'un bon mois sans nouvelles. Je suis désolé. Aujourd'hui, on va se poser et je vous raconte tout ça. Et on va aussi voir ensemble les stratégies qu'on a mis en place pour essayer de sauver ma fin de saison en participant ou pas à la manche Mallorca by UTMB qui a lieu maintenant dans quelques jours. Allez, let's go! Alors, c'était quoi le plan initial et idéal après la CCC? L'idée, c'était de profiter du mois de septembre. Donc d'abord évidemment une petite dizaine de journées vraiment cool pour récupérer et profiter de la seconde moitié du mois de septembre pour aller faire des belles sorties en montagne. J'avais de beaux itinéraires et des belles bambées prévues avec les copains. Profiter un petit peu de la montagne puisque l'été il a été quand même assez studieux et une vraie prépa spécifique CCC. Ça veut dire pas trop de sorties trop engagées à crapahuter et plutôt des trucs qui restent courables. En plus avec les 2 semaines d'affûtage puis les 10 jours de repos, on perd presque un mois là-dedans avec très peu d'entraînement. Donc voilà, je voulais profiter au mois de septembre et dans un second temps, je voulais remettre le pied à l'étrier au mois d'octobre en venant ici à Majorque 5 semaines pour poser un bloc de 3 semaines de travail spécifique et puis 2 semaines plus tranquilles avant de courir sur la manche by UTMB sur le format 70 km pour aller prendre ma qualif. Tout ça en surfant idéalement sur la forme et sur la résistance musculaire que j'ai pu acquérir en finissant cette CCC. Mais bref, maintenant vous avez compris. Le plan initial ne s'est pas déroulé comme j'avais prévu. Encore une fois, j'ai dû faire malheureusement une croix sur la continuité que je recherche tant sur l'entraînement à pied. Il y a eu beaucoup de vélo sur ce travail. C'est pas un très bon signe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après cette CCC? Je vous explique tout ça. Évidemment, juste après la course, j'avais un petit peu mal partout, mais ça s'est assez vite estompé. J'ai quand même pris mes 10 jours de repos sans course à pied, avant ensuite de reprendre par des footings de 4, 5, 6 km. Ça semblait aller, j'avais aucune douleur, mais il y avait quand même une toute petite gêne dans le pied. C'était pas grand chose, mais j'avais un petit peu peur que ce soit osseux, surtout après l'épisode de la fracture de fatigue que j'avais eu en mars. Et la douleur, elle était un petit peu diffuse, elle était pas vraiment électrique, donc j'arrivais pas trop à savoir ce que c'était. Mais par contre, c'était bien en regard des métatarses au niveau du 3e et 4e orteil. Donc j'avais vraiment peur que ce soit un œdème ou quelque chose qui soit osseux. Donc je voulais pas du tout aggraver la blessure en poussant dessus. Et ça évoluait pas trop, donc au bout de 3 semaines en alternant mini-jog et puis sortie à vélo, j'ai eu la chance de pouvoir passer rapidement une IRM pour en savoir un petit peu plus. Et alléluia, c'est la première fois de ma vie que je ressors d'une IRM avec le sourire jusqu'aux oreilles. Aucune lésion osseuse, articulaire ou tendineuse n'a été révélée lors de l'examen. Donc ça, c'était vraiment une bonne nouvelle, même si sur le moment, je savais pas trop encore ce que c'était. C'était quand même plutôt encourageant. Et je peux vous le dire maintenant, avec le recul et puis le temps qui est passé, j'ai su identifier ce qui s'est passé. En fait, à la CCC, j'ai couru avec des protos de chez Brooks qui étaient très fités, c'est-à-dire très proches du pied. J'avais des super sensations avec ces chaussures qui étaient très précises. J'avais fait plusieurs entraînements avec, des sorties jusqu'à 3 heures en allure course et tout s'était bien passé. Mais, parce que oui, il y a un mais, en fait, lors de l'ultra, au bout de 10 heures de course, le pied il avait énormément gonflé et donc le pied était très compressé dans la chaussure. Moi, j'ai des pieds assez larges et j'ai aussi des pieds qui ont une tendance à s'irriter nerveusement. J'avais d'ailleurs dû me faire opérer d'un syndrome de Morton de l'autre côté il y a quelques années. Et donc tout ça, ça a fait que mon nerf interdigital, il s'était un petit peu enflammé et qui continuait de m'envoyer des signaux douloureux encore plusieurs semaines après l'événement. Du coup, après l'IRM, j'ai pu remettre un petit peu en charge ce pied avec un petit peu plus de confiance. J'ai fait attention à avoir des chaussures très larges et avec de la patience et de la mobilité, les gènes ont fini par progressivement s'estomper. Donc heureusement, j'ai pas du tout ressenti ces gènes à vélo, donc j'ai pu assez rapidement à J+7 refaire un petit peu tourner les jambes. Ensuite, progressivement, j'ai pu remettre de l'intensité dans les séances, allonger les distances et refaire même des belles sorties longues, dont notamment 2 aventures. La première, c'était une boucle de 210 km au départ d'Innsbruck avec des très hauts cols et il faisait super froid pendant ce mois de septembre. Donc je vous invite à aller voir la vidéo où je vous raconte tout ça si c'est pas encore fait. Et la deuxième aventure, c'était ici à Majorque. On a fait le tour de l'île avec une bande de 10 Allemands, donc 310 km et 4000 mètres de dénivelé. C'était une folle journée. J'ai pas mal filmé cette journée-là. Donc si les vidéos sorties longues à vélo vous intéressent et si vous voulez que je vous raconte cette belle aventure avec un groupe d'Allemands, mettez-le en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée. Donc comme vous l'avez compris maintenant, je suis quand même venu à Majorque ici pour faire un gros bloc de prépa. Donc l'idée de venir si tôt, il y avait plusieurs raisons. C'était de s'entraîner sur le terrain spécifique, de profiter aussi des conditions locales pour s'acclimater aux conditions qu'il y aura sur la course. Et puis aussi, tant qu'à faire le voyage, autant rester longtemps. Quand je suis arrivé ici au début, j'étais pas certain que j'allais pouvoir vraiment courir. Mais j'ai eu la chance de voir les douleurs s'estomper juste après mon arrivée sur l'île. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on a géré les entraînements à pied à la suite de cela. Mais avant ça,
je dois faire une petite interlude environnement parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me signaler que cette destination elle n'était pas forcément en phase avec mes conditions écologiques, notamment parce que vous pensiez que j'étais venu en avion. Donc, pour un petit moment, je vous explique tout ça. En fait, pour vous expliquer, avec ma compagne, on a fait le choix de ne pas venir en avion ici à Majorque. On a pris en fait la voiture, on est d'abord allé dans le Cantal, on a passé une bonne semaine à la maison pour rendre visite à mes parents. Ensuite, on est allé à Barcelone pour voir encore de la famille. Et enfin, on a pris le ferry pour venir ici jusque sur l'île. Je vous épargne tous les détails des calculs, mais personnellement, je m'y suis penché puisque c'est quelque chose qui m'intéresse et je pense que des choix de voyage comme ça, ils doivent être faits en confiance. Ce voyage aller-retour complet depuis Innsbruck jusqu'à l'île de Majorque en voiture et en ferry, on est plus autour de 200 kg de CO2 par personne, tandis que le même voyage en avion, là on est plus autour des 400 voire 500 kg de CO2. Et ça c'est sans parler des effets radiatifs de l'aviation qui les multiplient encore plus les effets de ces émissions sur le réchauffement climatique. Enfin, même si ça ne change pas le bilan carbone du voyage, on reste 5 semaines sur l'île pour la découvrir en entier, pour profiter au maximum, pour bien s'entraîner. Ça permet de rendre le voyage quand même plus rentable et cohérent. Tout ça en finissant pour moi par une course qui a du sens dans ma saison au niveau professionnel puisqu'elle pourrait me permettre de me qualifier pour les finales du circuit UTMB l'an prochain. Bref, je m'arrête là-dessus, c'est vraiment pas le sujet de la vidéo, mais c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, donc je voulais en parler. Bon là, comme vous le voyez, ça va mieux. Je suis de retour à crapahuter sur les chemins techniques de l'île de Majorque, mais ça n'a pas été le cas tout de suite. Le temps entre le moment où j'ai plus mal et la course était assez réduit avec 4-5 semaines, donc on n'a pas pu faire une prépa classique pour préparer un trail long. On a dû utiliser quelques petites stratégies pour quand même optimiser ça. Donc moi, j'arrive au sommet de ma bosse, je vais rentrer, prendre plaisir en descente et me concentrer pour pas me péter la gueule. Et puis je vous explique un petit peu avec tous les chiffres en détail comment on a fait cette prépa express. Donc en fait, si on regarde le volume horaire par semaine, donc ça c'est la semaine de la CCC, il n'est pas aberrant non plus sur cette prépa, ça correspond bien à ce que j'avais en tête. Faire un mois de septembre un petit peu plus plaisir où je me prends pas la tête. D'abord une semaine de récupération évidemment, et puis ensuite faire un bloc de 3 semaines plutôt chargé. Donc là vous voyez 22h et presque 23h avant de faire 2 semaines un petit peu plus cool. Donc là évidemment les 2 dernières semaines ne sont pas terminées, on est au milieu de cette semaine-là, jusqu'à la course qui aura lieu à la fin de cette semaine-là. Donc si on regarde comme ça dans son ensemble au niveau des heures, c'est quand même pas si mal. Mais par contre, si on regarde les distances par sport et qu'on prend la course à pied, on voit quand même qu'il y a un petit couac. On voit qu'il y a quand même quasiment 4 semaines sans entraînement. Donc c'est vraiment très peu, 26 km par semaine, et ça ne permet pas de garder les adaptations post-CCC. Et donc je suis arrivé à la fin de ce mois de septembre avec quand même un état de désentraînement mécanique plutôt avancé à cause de la décision de réduire le volume suite à cette petite gêne dans le pied. Et du coup à ce moment-là où j'avais presque plus mal du tout et je pensais que ça allait continuer de s'estomper, on a dû prendre une décision. Donc bien sûr on n'avait pas le temps de faire une augmentation progressive comme ce qui est recommandé, et du coup on s'est dit on prend le risque de faire une charge très ponctuelle et puis de décharger juste avant la course pour essayer de créer un maximum d'adaptation. C'est pas quelque chose qui est viable sur le long terme d'augmenter aussi rapidement les distances. On peut regarder aussi le dénivelé, l'augmentation elle est aussi pareil beaucoup trop rapide au niveau de l'augmentation du dénivelé à pied après une telle désadaptation. Pour arriver à 5000, normalement il m'aurait fallu au moins 2 voire 3 mois pour faire ça de façon très safe. Mais là on s'est dit on tente le coup, on tente une augmentation très élevée sur 2 semaines et puis ensuite on réduira avant la course pour assimiler. Voilà, c'est une prépa qui est assez courte, donc là on va même pouvoir regarder les détails par jour. C'est aussi intéressant de voir la distribution. Donc là vous avez la distance par sport depuis le lendemain de la CCC jusqu'à la date de la course. Donc là on est ce jour-là. Donc là on voit 2 pics à 226 et 310 km qui sont les 2 aventures à vélo dont je vous parlais juste avant. Mais on va encore une fois se concentrer plutôt sur la distribution de la course à pied. Donc vous voyez le mois de septembre à nouveau vraiment très vite des petits jogs, mais c'était très limité. Et donc à partir de ce moment-là, à la fin du mois de septembre où j'ai compris que c'était pas osseux, je me suis dit allez on va remettre en charge. Donc j'ai d'abord fait une première partie qui était basée sur la fréquence, essayer de courir un petit peu tous les jours pour se réadapter. Et ensuite, vu que je préparais un trail long, il fallait quand même mettre des gros stimuli pour essayer de créer des grosses adaptations. Donc là, on a casé quand même des belles randos courses sur la reco du parcours. C'est marrant, j'ai fait le parcours en 3 fois. Les 3 tours que j'ai fait font 27 km. D'ailleurs, ce parcours qui est vraiment particulier et cette course, on vous en reparle juste après parce qu'il y a un sacré chantier qui nous attend. Quelque chose qu'on a calé 3 fois dans cette fin de prépa pour essayer de déclencher un maximum d'adaptation. C'est un petit bloc de 2 jours à pied avec d'abord une première journée avec de l'intensité. Donc là, ce jour-là, j'ai fait des répétitions de côte courte et le lendemain, j'ai fait 4 heures de sortie sur le parcours. Le deuxième bloc, c'était là 22 km, donc là c'était des allures plus spécifiques, donc un petit peu moins rapides, mais des blocs plus longs d'une vingtaine de minutes. Le lendemain, à nouveau, rebelote, fin de la reco
sur le parcours. Et là, je suis en train de faire le dernier bloc. Aujourd'hui, j'ai fait une séance qui mixait à la fois des côtes assez courte de 2 minutes et du tempo sur un terrain un petit peu plus roulant. Et demain, je vais faire ma dernière sortie longue à J-7 de la course. Là, ça va être un petit peu moins bien sûr que 30 km et 4 heures. Ça va être sur plutôt autour d'une vingtaine de kilomètres et 2h30. Et quand on opte comme ça sur une stratégie de stimuli fort et ponctuel, il faut bien sûr aussi savoir récupérer entre ces blocs. Donc il y a eu pas mal de vélo quand même pour maintenir de l'aérobie, mais surtout pour bien récupérer au niveau mécanique. Là vous voyez, j'ai même fait un bloc de 3 jours pour bien alléger. Et puis maintenant jusqu'à la course, ça va être demain la dernière sortie longue et puis des petits footings pour maintenir tout ça, des petites intensités mais rien de très poussé non plus, rien de trop gros pour essayer d'avoir quand même un minimum de fraîcheur et d'assimiler cette prépa qui a été un petit peu express et un petit peu tardive. Allez, aujourd'hui à J-7 de la course, dernière sortie longue de la prépa, et je vais en profiter un petit peu pour vous parler de ce qui nous attend plus en détail dans quelques jours maintenant. Et je pensais que ça allait être une course un petit peu Transvulcania, c'est-à-dire avec des chemins assez clean dans la globalité, qui allait être faite en 7 heures, mais ça c'était avant que j'arrive ici et que je me renseigne un petit peu plus en détail sur la course. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette course, avant que l'UTMB la rachète, s'appelait le Mallorca 5000 Skyrunning. Donc voilà, je crois que tout est dit. Le 5000, c'est parce qu'il y a presque 5000 mètres de dénivelé. Et le skyrunning, pour ceux qui ne savent pas, eh ben ça veut dire grosse technicité, beaucoup de verticalité, chemin très technique. Donc un petit peu la version extreme du trail running. Donc ça donne un petit peu le ton. C'est pas une course qui va être très rapide. Donc la course qu'a racheté l'UTMB, elle faisait 70 km, c'est celle que moi je vais faire. Et ils ont fait aussi d'autres parcours. Il y en a un qui fait une vingtaine de kilomètres, un qui fait une cinquantaine et un qui fait 140. Donc sur ces autres formats, il y a des parties qui sont un petit peu plus courables. Mais la mienne, la course de 70 km, c'est la course historique pure skyrunning. Donc ça va vraiment être un gros chantier. Moi je suis allé faire la reco pour savoir un petit peu plus en détail ce qui nous attendait. Et j'ai vraiment galéré. Donc j'ai fait sur 3 sorties différentes. Et bon, à part la première montée qui se fait un petit peu sur des pavés qui sont relativement courables, ensuite on traverse le massif de la Tramuntana, donc 70 km. Et une fois qu'on arrive sur les premiers sommets, ça s'arrête jamais. Entre les sommets hyper rocailleux, où parfois il n'y a pas de chemin, il faut juste essayer un petit peu de décerner les cairns pour voir dans quelle direction il faut aller entre les lapias et tous les cailloux. Sinon après, c'est des singles hyper techniques, toujours la caillasse. C'est vraiment dur de courir. Et puis quand c'est pas des cailloux, c'est de la végétation qui est vraiment embêtante. L'organisation, ils annoncent un 7 heures pour la gagne. J'ai du mal à concevoir comment c'est possible, sauf si Tadej Pogačar se met au trail en cette saison. C'est vraiment impossible. Déjà, le record de l'épreuve sur un parcours quasi similaire à ce qui nous attend, il n'y a qu'une seule personne qui est passée sous les 8 heures. Donc c'est Miguel Heras en 2021. Et peut-être cette année, avec cette densité folle, ça va se tirer la bourre à l'avant et ça va permettre d'aller s'approcher de cette barrière des 8 heures qui, selon moi, sera déjà un temps exceptionnel. Parce que oui, là, ils ont publié il y a quelques jours la liste des inscrits et j'ai à nouveau été vraiment surpris par le gros niveau annoncé. Je vous le mets à l'écran. Plus de 20 coureurs au-dessus de 850 UTMB Index qui sont inscrits. Bon, bien sûr, en fin de saison, encore plus entre la liste des inscrits et la liste du départ, il y a toujours une grosse différence. Mais même s'il n'y a que la moitié des coureurs, ça va quand même déjà faire une course avec un gros niveau à l'avant. Ça va être vraiment cool de participer à ça. Par rapport à ce gros plateau, moi je mets une petite pièce sur Alejandro Forcades Puyol. C'est bien simple, c'est lui qui a tous les coms ici. Au niveau stratégique, par rapport à cette technicité, je m'en doutais un petit peu, mais j'ai confirmé mon choix de vraiment pas prendre les bâtons parce que c'est beaucoup trop technique pour s'en servir en étant efficace. Et puis pour conclure, au niveau personnel, quelles sont un petit peu mes ambitions sur cette course? Bon, mais vous l'avez vu, la prépa était vraiment pas idéale pour sortir une course à mon meilleur niveau. Donc encore une fois, il va pas falloir se laisser emporter par la densité des coureurs parce que mentalement c'est une course qui va être très difficile. Il faut en permanence être concentré. On peut pas se relâcher, il faut vraiment toujours regarder où on met le pied, lever les pieds. Il y a vraiment des cailloux du début à la fin. Donc si mentalement à un moment tu craques, tu peux pas juste trottiner, tu es obligé de te mettre à marcher. Donc il va falloir vraiment rester concentré sur soi-même pour pas exploser. Et puis mon objectif, avant tout, je sais que la performance pure, elle va être compliquée. Donc moi je suis là pour essayer de me faire plaisir dans un premier temps. Et dans un second temps, j'espère quand même pouvoir prendre ma qualification pour les finales UTMB de l'an prochain. Pour ça, il faut soit faire un podium, ce qui me semble un petit peu compliqué vu la densité, soit il faut
faire une cotation à 800 UTMB. Donc ça, c'est peut-être faisable, même sans avoir fait une prépa exceptionnelle. Donc c'est avant tout ça mon objectif. Donc voilà, je vais tout donner pour essayer de tenter cette qualification. Et donc je vais essayer de vous raconter ça sur la chaîne, comment ça se fait passer cette course, pour faire un petit récap comme d'habitude. Et donc je vous invite évidemment à vous abonner et à mettre la cloche pour ne pas rater ce petit récit de course qui arrive très prochainement. Et puis je vous invite aussi à mettre en commentaire si vous pensez que c'est possible, avec la prépa je vous ai montré, d'aller scorer à 800 sur cette course. Ou si vous avez toute autre question, évidemment, je lis tous les commentaires et j'essaye de répondre au maximum, comme ça vous soutenez la chaîne, ça fait plaisir. Mais si vous êtes encore là et que vous savez pas quoi mettre en commentaire, eh ben je vous invite quand même à mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Et on se voit très bientôt pour le débrief de Mallorca 5000 by UTMB. Allez, ciao ciao. Salut, c'est Manu.